le pouvoir les a rendus aveugles, jusqu'à la révélation qu'ils n'avaient pas prévue. La phrase a été dite comme un verdict tranquille, sans colère, sans même une pointe d'hésitation. On a décidé que ce serait mieux ainsi. Tu n'as plus à t'en mêler. J'ai levé les yeux vers eux, lentement. Ils étaient debout, côte à côte, sûrs de leur légitimité. Ils ne me parlaient plus vraiment. Ils administraient. Je me suis rendu compte, à cet instant précis, que quelque chose avait basculé depuis longtemps déjà. Le pouvoir n'était pas arrivé d'un coup. Il s'était installé progressivement, nourri par mes concessions, par mes silences anciens, par cette habitude que j'avais de laisser passer pour préserver l'équilibre. À force de décider pour moi, ils avaient fini par croire que je n'existais plus comme sujet pensant. Ils parlaient de gestion, d'efficacité, de ce qui devait être fait rapidement. Leur vocabulaire avait changé. Il ne contenait plus aucun mot lié à l'écoute ou au respect. Tout était devenu fonctionnel. Mon âge revenait comme un argument final, indiscutable. Comme si le temps écoulé m'avait privé de discernement. Je les regardais faire, presque avec curiosité. Leur assurance me frappait. Ils n'avaient plus peur de me blesser. Ils n'avaient plus peur de se tromper. Le pouvoir a cet effet-là, il anesthésie le doute. Il rend sourd aux nuances, aveugle aux signaux faibles. Ils ne voyaient plus que ce qu'ils voulaient voir. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais essayé d'expliquer, de rappeler que je comprenais encore très bien, que je savais ce que je faisais. Ces tentatives avaient été interprétées comme des résistances inutiles, des crispations. À force, j'avais cessé. Et ce retrait avait été perçu non comme une réflexion, mais comme une extinction. Ils se trompaient. Ce jour-là, je n'ai pas protesté. Je n'ai pas élevé la voix. Donc, je me suis contenté d'écouter, de noter intérieurement chaque mot, chaque justification. Ils parlaient de moi comme d'un problème réglé. Ils ne cherchaient plus mon accord. Ils se contentaient de me m'informer, par politesse résiduelle. Le plus troublant, ce n'était pas leur dureté. C'était leur certitude. Ils étaient persuadés d'agir dans le bon sens. Persuadés que le pouvoir qu'ils exerçaient leur avait été naturellement transmis. Comme si mes années d'expérience, de décision, de responsabilité s'étaient évaporées, sans laisser de traces. Je me suis entendu répondre que je comprenais leur point de vue. Cette phrase les a rassurés. Ils ont échangé un regard complice. Pour eux, c'était la confirmation attendue. Ils croyaient que j'acceptais. Ils ne comprenaient pas que je me retirais. À l'intérieur, tout se mettait en place avec une clarté nouvelle. Je voyais désormais la situation sans le filtre de l'affect. Le pouvoir les avait rendus confiants, presque arrogants. Et cette arrogance, les empêchait de voir ce que je conservais encore, ma capacité à observer, à réfléchir, à décider sans bruit. Quand la discussion s'est terminée, ils sont partis rapidement, déjà tournés vers l'étape suivante. Je suis restée seule, assise dans le silence retrouvé. Ce silence n'était pas vide. Il était plein de compréhension. Je venais de mesurer exactement l'ampleur de leur aveuglement. Je me suis levée lentement. Je suis montée dans ma chambre. J'ai fermé la porte. J'ai ouvert un tiroir que personne ne regardait jamais. À l'intérieur, des papiers, des notes. Des éléments que je gardais depuis longtemps, sans savoir encore à quoi ils serviraient. Je les ai regardés, sans les toucher. Je savais désormais une chose essentielle. Le pouvoir qu'ils croyaient détenir reposait sur une illusion. Celle de mon effacement définitif. Et toute illusion, tôt ou tard, se brise sur une réalité qu'on n'a pas voulu voir. Ils avaient oublié que le pouvoir aveugle, surtout ceux qui croient qu'il est acquis. Ils n'imaginaient pas encore que la révélation viendrait précisément de là où ils ne regardaient plus. Quand je repense à la vie d'avant, avant que le pouvoir ne s'installe dans leurs gestes et leurs certitudes, je la vois comme une succession de responsabilités assumées sans bruit. Rien n'y était spectaculaire. Tout reposait sur une continuité patiente, sur cette capacité à tenir quand personne ne regarde vraiment. Et je me suis mariée jeune, dans une époque où l'on ne parlait pas d'épanouissement personnel, mais de stabilité. Mon mari était un homme de peu de mots, attaché aux faits plus qu'au discours. Ensemble, nous avons appris à décider sans éclat, à régler les problèmes avant qu'ils ne deviennent visibles. Cette manière de faire a façonné toute ma vie. Je n'ai jamais confondu autorité et domination. Décider signifiait assumer. La maison a été le cœur de cet équilibre. J'en connaissais chaque recoin,
chaque faiblesse, chaque force. Je savais ce qu'elle pouvait supporter et ce qu'il fallait réparer avant que cela ne cède. Cette connaissance n'était pas théorique. Elle venait du temps, de l'attention, de l'habitude de regarder plutôt que de s'imposer. Quand les enfants sont arrivés, j'ai déplacé naturellement le centre de mes décisions. J'ai appris à anticiper pour eux, à choisir pour qu'ils puissent grandir, sans inquiétude inutile. Je n'ai jamais cessé de réfléchir. J'ai simplement orienté cette réflexion vers les autres. À cette époque, personne n'aurait osé dire que je ne savais plus décider. Les années ont passé. Light 3, rythmé par les mêmes gestes, les mêmes attentions. J'ai vu les enfants devenir adultes, s'éloigner, revenir, construire leur propre vie. J'ai respecté leurs choix, même quand je les aurais fait autrement. Je croyais que ce respect serait un jour reconnu comme une forme de sagesse, pas comme un retrait. Après la mort de mon mari, j'ai tenu seul ce qui restait à tenir. Les comptes, les démarches, les décisions importantes. Je n'ai pas demandé qu'on m'aide. Pas par fierté, mais parce que je savais faire. Et je faisais bien. Cette période aurait dû suffire à prouver que ma capacité à décider ne dépendait ni de l'âge, ni de la présence de quelqu'un d'autre. C'est pourtant à ce moment-là que les choses ont commencé à changer subtilement. Pas brutalement. Pas ouvertement. Les conseils sont devenus plus fréquents. Les suggestions plus insistantes. On me parlait de soulagement, de repos mérité, de simplification. Ces mots-là, je les ai accueillis sans méfiance. Je pensais qu'ils traduisaient une reconnaissance tardive. Je n'avais pas compris que ces attentions marquaient le début d'un déplacement. Lent, presque imperceptible. On ne me demandait plus ce que je voulais faire. On me disait ce qui serait plus simple pour moi. Cette nuance, je l'ai d'abord ignorée. Je croyais qu'il s'agissait d'une adaptation naturelle aux années qui passent. Peu à peu, certaines décisions ont été évoquées, comme déjà prises. On me les présentait comme des évidences, des choses raisonnables, difficiles à contester, sans paraître ingrates. Et comme j'avais toujours cherché à préserver l'équilibre, je me taisais. Je pensais que ce silence serait interprété comme de la confiance. Ce que je n'avais pas vu, c'est que ce silence nourrissait autre chose. Il nourrissait une certitude chez eux. Celle qui savait mieux. Celle que le pouvoir leur revenait naturellement parce qu'ils étaient plus jeunes, plus rapides, plus sûrs d'eux. À force d'agir ainsi, ils ont fini par confondre leur assurance avec une légitimité incontestable. Ils ont oublié que ma manière de décider n'a jamais été bruyante. Ils ont oublié que réfléchir ne se fait pas toujours à voix haute. La vie d'avant, celle que je revis en pensée aujourd'hui, n'était pas une vie d'effacement. C'était une vie de choix constants, discrets, assumés. Une vie où le pouvoir n'était pas un objectif, mais une responsabilité. Et c'est précisément cette différence qu'ils n'ont pas vue, trop occupés à croire que décider à ma place était une progression naturelle. Ils n'imaginaient pas encore que ce passé, qu'ils jugeaient dépassé, contenait la clé de ce qui allait leur échapper. Les premiers signes de cet aveuglement n'ont pas été violents. Ils se sont installés comme une habitude confortable, presque rassurante pour ceux qui l'apprenaient. Tout se faisait au nom du bon sens, de l'efficacité, de ce qu'il fallait faire sans perdre de temps. Et dans cette logique, il n'y avait plus vraiment de place pour la nuance. Je l'ai senti quand on a commencé à parler devant moi plutôt qu'avec moi. Les conversations changeaient de direction dès que j'entrais dans une pièce. Les phrases devenaient plus rapides, plus tranchées. On ne me demandait plus mon avis pour construire une décision, mais pour la valider, parfois même après coup. Et quand je formulais une réserve, elle était accueillie avec un sourire patient, celui que l'on réserve aux inquiétudes jugées excessives. Ils avaient pris l'habitude de décider ensemble. Ma fille et son mari formaient désormais un bloc sûr de lui. Ils se consultaient du regard, terminaient les phrases l'un de l'autre, parlaient d'organisation comme d'un territoire qui leur appartenait naturellement. Je faisais partie du décor, plus vraiment de la réflexion. Un jour, ils ont évoqué un changement important, sans même s'interrompre pour vérifier si j'étais d'accord. Ils parlaient de démarche, de délai, de ce qui serait plus simple ainsi. J'ai attendu une pause qui n'est jamais venue. Quand j'ai pris la parole, le silence s'est installé brièvement, comme une interruption gênante. Puis, on m'a répondu rapidement,
sans hostilité, mais sans véritable écoute non plus. La décision était déjà mentalement actée. Ce jour-là, j'ai compris que le pouvoir avait changé de main sans qu'aucun passage officiel n'ait eu lieu. Il ne m'avait pas été retiré frontalement. Il m'avait été doucement confisqué, à force d'initiatives prises en mon nom. Les petites humiliations ont suivi, presque invisibles pour qui n'y prête pas attention. Un tiroir rangé autrement, des papiers déplacés, une phrase comme tu n'as plus besoin de t'en occuper, on gère. Chaque fois, c'était présenté comme une aide. Et chaque fois, je sentais un peu plus ma place se réduire. Je n'ai pas protesté immédiatement. J'ai observé. J'ai noté mentalement la manière dont mes réactions étaient interprétées. Quand je posais une question, on me rassurait. Quand j'insistais, on soupirait doucement. Quand je me taisais, on avançait plus vite. Le message était clair, même s'il n'était jamais formulé. Ma parole ralentissait, mon silence autorisait. Peu à peu, ils ont cessé de masquer leur assurance. Ils parlaient avec une certitude tranquille, celle de ceux qui se savent en position de force. Ils n'imaginaient plus que je puisse avoir une longueur d'avance. Ils confondaient mon calme avec un renoncement, ma discrétion avec un vide. Je les regardais faire, avec une attention nouvelle. Le pouvoir avait modifié leur regard. Ils ne cherchaient plus à comprendre, seulement à faire. Ils ne doutaient plus. Ils exécutaient. Et dans cette mécanique bien huilée, je n'étais plus qu'un élément à intégrer. Pas une personne à consulter. La solitude a commencé là. Pas une solitude physique, mais une solitude décisionnelle. J'étais entouré, mais déjà exclu du centre. On me parlait avec douceur, mais on ne me regardait plus comme quelqu'un capable de choisir. La nuit, je repensais à ces scènes sans colère excessive. Je cherchais le point de bascule. Il n'y en avait pas un seul. Il y en avait une succession. Et cette succession avait été rendue possible par leur certitude grandissante et par mon ancienne habitude de ne pas faire de vagues. C'est à ce moment-là que quelque chose a changé en moi. Je n'ai pas décidé de me battre. Je n'ai pas décidé de m'y poser. J'ai décidé de voir, de comprendre jusqu'où allait leur aveuglement. Le pouvoir, je le voyais désormais clairement, les avait rendus incapables d'imaginer que je pouvais encore réfléchir. Autrement que eux. Je me suis tue davantage. Non par lassitude, mais par stratégie intérieure. Chaque silence était une information. Chaque décision prise sans moi révélait un peu plus ce qu'ils croyaient acquis. Ils avançaient, sûrs de leur trajectoire, persuadés que rien ne viendrait la perturber. Ils ne savaient pas encore que leur assurance les exposait. Ils ne voyaient pas que plus ils se sentaient puissants, plus ils devenaient prévisibles. Et moi, dans ce retrait apparent, je commençais à distinguer clairement l'endroit précis où leur pouvoir, devenu aveugle, allait finir par se heurter à une réalité qu'ils n'avaient jamais envisagée. La révélation concrète n'est pas arrivée avec un éclat de voix, mais avec un détail déplacé. Un matin ordinaire, je cherchais un document précis, un de ceux que l'on n'ouvre presque jamais mais dont on connaît l'emplacement exact. Je l'avais rangé moi-même, des années plus tôt, dans un dossier à part, à l'abri des manipulations inutiles. En ouvrant le tiroir, j'ai su immédiatement qu'il n'était plus là. Je n'ai pas paniqué. J'ai vérifié lentement, méthodiquement, comme j'ai toujours fait. Rien. J'ai senti cette sensation particulière, celle qui n'a rien à voir avec l'oubli, mais tout avec l'intrusion. Quelqu'un avait touché à mes affaires, pas par maladresse, par décision. Je suis descendue au salon. Ils étaient là, tous les deux, penchés sur des papiers. J'ai demandé calmement si certains documents avaient été déplacés. La réponse est venue trop vite, trop assurée. Oui, ils avaient regroupé ce qui était important. Pour plus de clarté. Pour m'éviter de chercher. Le ton se voulait rassurant, presque fier de l'initiative. Je leur ai demandé pourquoi je n'en avais pas été informée. Un léger flottement s'est installé, puis une explication déjà prête. Ils avaient pensé que ce serait plus simple ainsi, qu'à mon âge, il valait mieux anticiper, que je n'avais pas besoin de me charger de ces détails. Ces mots, prononcés sans dureté, ont pourtant fait tomber la dernière illusion. Ce n'était plus une suite de petites maladresses. C'était une décision prise à ma place, justifiée par une image de moi que je n'avais jamais validée. Mon gendre a pris la parole. Il parlait d'organisation, de protection, de responsabilité. Ma fille acquiesçait, visiblement soulagée que la discussion prenne ce tour-là. Ah, ils évoquaient l'avenir,
ce qu'il faudrait faire plus tard, quand je serais trop fatiguée pour gérer. Il parlait comme si ce futur était déjà inscrit, comme une échéance naturelle, mais comme si ma lucidité avait une date de péremption. Je leur ai demandé ce qu'ils entendaient exactement par anticiper. La réponse a été prudente, enveloppée de mots flous. Une procuration, peut-être. Rien de définitif, juste au cas où. Cette expression, répétée plusieurs fois, a résonné comme une alarme. Juste au cas où, on prépare toujours ce qui permet d'agir sans demander. Je me suis assise, non par faiblesse, mais pour regarder la scène sans trembler. Je les ai observés avec une attention nouvelle. Les regards échangés. Les phrases évitées. Tout était déjà pensé. Il ne manquait plus que mon consentement ou mon épuisement. Je n'ai pas protesté. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai simplement demandé à récupérer immédiatement tous mes documents. Ils ont hésité, puis se sont exécutés, comme on rend quelque chose dont on s'était déjà senti responsable. J'ai pris les dossiers dans mes mains. Ils étaient plus lourds que je ne l'aurais cru, non par leur poids, mais par ce qu'ils contenaient désormais. L'approche tangible d'un glissement. En remontant dans ma chambre, j'ai fermé la porte derrière moi. J'ai posé les papiers sur le bureau. J'ai respiré profondément. Il n'y avait plus de doute possible. Ce n'était pas une inquiétude exagérée. Ce n'était pas une interprétation. C'était une tentative réelle, concrète, de m'exclure progressivement de mes propres décisions. J'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit ce qui venait de se passer, sans colère inutile, sans pathos. Les phrases exactes, les propositions, les justifications. Ce jour-là, mon écriture a changé. Elle n'était plus hésitante. Elle était factuelle. Précise. Comme un constat. Je me suis souvenu alors de toutes les fois où j'avais parlé pour préserver l'harmonie. De toutes les fois où j'avais expliqué pour éviter un conflit. Et j'ai compris, avec une clarté presque douloureuse, que ces paroles avaient servi à autre chose qu'à la paix. Elles avaient servi à leur assurance. Le pouvoir les avait rendus aveugles. Aveugles à mes compétences, à mon discernement, à cette capacité intacte que j'avais de comprendre et de décider. Aveugles aussi à la ligne qu'ils venaient de franchir. Ce soir-là, je n'ai pas cherché à convaincre. J'ai cessé d'espérer un retour en arrière. On ne revient pas d'une ligne franchie consciemment. J'ai compris que continuer à protester serait inutile, voire dangereux. Chaque objection serait utilisée pour prouver que je devenais difficile, émotive, confuse. Alors j'ai fait le choix le plus lucide qui soit. Je me suis tue. Pas par faiblesse, par compréhension. Il croyait avoir sécurisé l'avenir. Il ne voyait pas que, ce faisant, il venait de révéler exactement ce qu'il n'aurait jamais dû montrer. Les nuits qui ont suivi cette scène ont été différentes de toutes celles que j'avais connues auparavant. Je dormais peu, mais je ne me débattais plus avec des questions sans réponse. Le doute avait laissé place à une lucidité presque austère, mais profondément apaisante. Tout était désormais clair. Trop clair pour que je puisse encore me raconter des histoires. Je me réveillais avant l'aube, quand la maison était silencieuse et que personne ne parlait à ma place. Je préparais du thé, je m'asseyais à la table de la cuisine, et je laissais les faits se remettre dans l'ordre exact où ils s'étaient produits. Non pour raviver la blessure, mais pour comprendre la mécanique. Comprendre, pour ne plus subir. Je repassais leurs mots, un à un. Anticiper. Simplifier. Protéger. Pris séparément, ces mots auraient pu sembler bienveillants. Ensemble, ils formaient un discours cohérent, parfaitement rodé, destiné à justifier l'exclusion progressive. Ce n'était pas une improvisation maladroite. C'était une logique. Une logique confortable pour eux, dangereuse pour moi. Deux voix continuaient pourtant de dialoguer en moi. L'ancienne, familière, m'invitait encore à la prudence. Elle me parlait de famille, de liens à préserver, de solitude à éviter. Elle me rappelait les années de sacrifice, les efforts consentis pour maintenir une harmonie fragile. Elle murmurait que protester risquait de tout briser définitivement. L'autre voix, plus récente mais plus ferme, ne cherchait plus à ménager. Elle posait toujours la même question, sans colère, sans pathos. Jusqu'où accepter que l'on décide de ta vie, sans te demander ton avis? Cette question revenait chaque matin, intacte. Et chaque matin, la réponse gagnait en netteté. Je me suis surprise à prier.
certaines nuits. Pas pour qu'il change. Pas pour que la situation se résolve d'elle-même. Je priais pour rester lucide. Pour ne pas me laisser enfermer dans l'image qu'il construisait de moi, celle d'une femme vieillissante, inquiète, dépassée. Je savais désormais que toute réaction trop vive serait utilisée contre moi. On dirait que je dramatise. On dirait que je ne comprends plus. Alors j'ai choisi la retenue, non comme une soumission, mais comme une discipline intérieure. J'ai repris mon carnet. Je l'ai relu depuis le début. Les premières pages portaient encore la trace de l'hésitation, de l'envie d'expliquer, presque de se justifier. Puis, progressivement, l'écriture devenait plus nette, plus sèche. Des dates, des faits, des phrases exactes. Ce carnet n'était plus un journal intime. Il devenait un dossier. Je n'avais rien imaginé, rien exagéré. Cette certitude m'a donné une force calme, presque méthodique. J'ai pris une feuille blanche et j'ai écrit ce que je devais faire. Pas ce que je ressentais, mais ce qui était nécessaire. Vérifier mes droits, sécuriser mes documents, comprendre précisément ce qui pouvait être fait avec ou sans mon accord. J'avais passé ma vie à organiser pour les autres. Je pouvais encore le faire pour moi. J'ai rassemblé mes papiers essentiels. Actes, relevés, attestations. Je les ai classés avec soin dans une enveloppe épaisse. Je ne l'ai pas laissé dans un endroit évident. Je l'ai rangé là où personne n'aurait l'idée de chercher. Ce geste simple m'a procuré un apaisement presque physique. Comme si je refermais une porte restée trop longtemps entr'ouverte. Ensuite, je me suis renseignée. Discrètement, sans poser de questions à ceux qui auraient intérêt à me rassurer plutôt qu'à m'éclairer. J'ai lu des textes officiels, des articles précis. J'ai découvert des termes que je n'avais jamais voulu connaître. Capacité juridique, consentement, révocation. Ces mots me faisaient peur, mais ils me protégeaient aussi. Ils prouvaient que rien n'était flou, rien n'était laissé à l'interprétation affective. Plus j'avançais, plus une évidence s'imposait. Mon âge ne supprimait aucun de mes droits. La loi ne fonctionne ni à l'habitude, ni à la fatigue supposée. Elle fonctionne avec des faits, des cadres, des signatures claires. Et tant que je comprenais ce que je faisais, personne ne pouvait agir à ma place. Je n'avais plus besoin de protester. Mais je n'avais plus besoin de convaincre. Mon silence changeait de nature. Il cessait d'être défensif. Il devenait une préparation. Une manière de reprendre de l'avance, pendant qu'ils se croyaient déjà arrivés. Le pouvoir les avait rendus aveugles. Ils n'avaient pas encore compris que cet aveuglement était précisément ce qui allait leur coûter le plus cher. Une fois cette décision intérieure prise, tout s'est organisé avec une rigueur presque étonnante. Je n'étais plus dans la réaction, ni dans l'émotion. J'étais entré dans un temps différent, plus lent, en apparence, mais d'une précision implacable. Un temps où chaque geste avait un sens, où rien n'était laissé au hasard. Je n'ai rien annoncé. Je n'ai pas cherché à provoquer une discussion. À la maison, je continuais à être celle qu'il connaissait, calme, disponible, discrète. Je répondais quand on me parlait. Je rendais service quand on me le demandait. Cette normalité les rassurait. Ils y voyaient la preuve que la situation était réglée, que leur décision avait été acceptée. Ils ne comprenaient pas que ce calme était devenu mon espace d'action. J'ai pris rendez-vous avec un notaire sans en parler à personne. J'ai dit que je sortais faire des courses, que j'avais besoin d'air. Personne n'a posé de questions. Depuis quelque temps, mes allées et venues semblaient ne plus susciter d'intérêt. Cette indifférence, je l'ai accueillie comme une protection. Le cabinet était sobre, silencieux, presque apaisant. Je me suis assise face à lui et j'ai exposé les faits. Je leur ai pas mon ressenti. Les faits, des documents déplacés, des décisions évoquées sans mon accord, des propositions formulées comme des évidences. Il m'a écouté sans m'interrompre, puis m'a posé des questions précises. Avais-je signé quoi que ce soit? Avais-je donné une procuration? Était-il écrit quelque part que je renonçais à décider? À chaque question, la réponse était la même. Non. Il a alors levé les yeux vers moi et m'a dit, très calmement, que tant que je comprenais ce que je faisais, tant que je n'avais rien signé, personne ne pouvait décider à ma place. Ni par anticipation, ni par inquiétude supposée, ni par habitude familiale. Cette phrase a produit en moi un redressement intérieur presque physique. Je n'étais pas en retard. Je n'étais pas vulnérable.
J'étais simplement entourée de personnes qui avaient confondu leur assurance avec un droit. Il m'a expliqué ce qu'il était prudent de faire. Pas pour me défendre, mais pour prévenir. Clarifier. Encadrer. Mettre des limites visibles là où l'on avait commencé à les franchir sans bruit. La première chose a été l'argent. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire dans une agence où personne ne connaissait ma situation familiale. J'y ai transféré progressivement une partie de mes économies. Rien de brutal. Rien qui attire l'attention. Chaque opération était justifiée, documentée, irréprochable. Ce simple geste m'a donné une sensation de liberté que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Ensuite, j'ai sécurisé mes documents. Les originaux. Les copies. J'ai fait des doubles, j'ai changé certains lieux de rangement. Ce n'était pas de la méfiance excessive. C'était une reprise de contrôle lucide. Mes papiers n'étaient plus accessibles à ceux qui se sentaient déjà autorisés à y toucher. La question de la maison s'est imposée presque naturellement. Tant qu'elle resterait au centre de leur projection, je resterais exposé. Cette maison, je l'aimais. Elle contenait toute une vie. Mais elle était devenue, à mon insu, un enjeu de pouvoir. Et je refusais qu'elle serve à m'enfermer. La décision de la mettre en vente n'a pas été impulsive. Elle a mûri lentement, dans le silence, avec une tristesse contenue mais une détermination intacte. Je n'en ai parlé à personne. Le notaire s'est chargé des démarches avec une discrétion absolue. Les premières visites ont été organisées quand je savais. La maison vide. Je disais que je sortais. Personne ne s'en inquiétait. Signer le mandat a été un moment étrange. J'ai ressenti un pincement, bien sûr, mais aussi un soulagement profond. La maison cessait d'être un futur imaginaire pour les autres. Elle redevenait un choix réel pour moi. J'ai ensuite rédigé un testament, clair, précis, sans ambiguïté. Pas pour punir, pour protéger. Pour éviter que mes décisions soient réinterprétées, contournées ou corrigées après coup. Mettre ces mots sur le papier m'a apporté une paix inattendue. Tout était désormais posé, encadré, respecté. À la maison, je continuais à me taire. Il parlait de projets, de ce qui serait plus simple plus tard. Il voyait dans mon calme une acceptation définitive. Ils se sentaient forts, organisés, presque déjà victorieux. Leur pouvoir, je le voyais désormais clairement, les rendait confiants et aveugles. Chaque soir, je notais l'avancée des démarches dans mon carnet. Une date, une signature, un courrier envoyé. Ce carnet n'était plus un refuge émotionnel, il était devenu une colonne vertébrale. La preuve silencieuse que rien n'était laissé à l'improvisation. Mais je n'éprouvais ni triomphe ni excitation, seulement une concentration profonde. Je savais que ce que je préparais allait changer l'équilibre. Et je savais aussi qu'ils ne verraient rien venir. Le pouvoir leur avait donné l'illusion du contrôle. Ils ignoraient que, pendant qu'ils regardaient devant eux, je construisais patiemment la révélation qu'ils n'avaient jamais imaginée. La révélation n'est pas arrivée avec éclat. Elle s'est imposée comme une évidence administrative, presque banale pour qui ne savait pas lire entre les lignes. Eux n'ont rien vu venir. Le pouvoir les avait rendus confiants, trop confiants. Ils avaient cessé de douter, cessé de vérifier. Et c'est précisément là que tout a basculé. Tout a commencé par un courrier arrivé un matin parmi d'autres. Une enveloppe plus épaisse, au papier officiel. Ma fille l'a ouverte sans réfléchir, debout dans l'entrée. Je l'observais depuis la cuisine, immobile. Je savais déjà ce qu'elle contenait. Elle a parcouru la première page, puis s'est arrêtée net. Son visage a changé. Pas de colère immédiate. Une incompréhension sèche, presque incrédule. Elle a appelé son mari. Ils ont lu ensemble, à voix basse, trop basse. Des mots revenaient par fragments. Vente, mandat, confirmation, échéance. Ils cherchaient une erreur, un détail qui aurait invalidé ce qu'ils comprenaient déjà. Il n'y en avait pas. Mon gendre a levé les yeux vers moi. Il m'a demandé, d'un ton qu'il voulait neutre, si j'étais au courant de ce courrier. J'ai répondu calmement que oui. Rien de plus. Cette brièveté les a déstabilisés. Mais ils attendaient une explication, une justification, peut-être même des excuses. Ils n'ont reçu qu'un constat. Ils ont parlé d'un malentendu, d'un document signé trop vite, d'une démarche qui aurait pu être discutée. Ma fille répétait « Pourquoi tu ne nous as rien dit ?»
comme si cette question annulait tout ce qui avait précédé. Comme si, pendant des mois, ils n'avaient pas décidé sans me consulter. Je les ai laissés parler. Je les ai laissés s'agiter autour d'une situation qui leur échappait. Ils étaient sincèrement surpris. Ils avaient cru que mon silence signifiait l'acceptation. Ils découvraient qu'il signifiait autre chose, une décision. Quand j'ai pris la parole, ce n'était pas pour me défendre. J'ai dit que j'avais agi dans le cadre de la loi, que j'avais pris des décisions me concernant, parce que je le pouvais encore, que je n'avais rien fait contre eux, mais pour moi. Cette distinction les a désarmés. Mon gendre a tenté une approche rationnelle. Il parlait de conséquences, de projets compromis, de ce qui aurait pu être ajusté autrement. Ce mot revenait souvent, autrement. Autrement, pour lui, voulait dire avec leur accord. Il ne comprenait pas encore que cet accord n'était plus requis. Ma fille, elle, oscillait entre colère et tristesse. Elle disait qu'elle avait voulu bien faire, qu'elle avait cru que j'étais d'accord, qu'elle n'avait pas imaginé que j'irais si loin. Cette phrase m'a frappée. Si loin. Comme si reprendre mes droits était une exagération. Comme si leur pouvoir était devenu la norme. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas rappelé chaque humiliation, chaque décision prise sans moi. Il n'y avait plus besoin. Les faits parlaient désormais à ma place. La vente était engagée. Les comptes étaient sécurisés. Les documents, irréversibles. Leur aveuglement se retournait contre eux, avec une précision presque clinique. Les jours suivants ont confirmé la rupture. Des appels passés dans l'urgence. Des tentatives pour comprendre comment cela avait pu se produire sans qu'ils ne soient informés. Ils découvraient ce que j'avais compris depuis longtemps. Le pouvoir, quand il n'est plus questionné, cesse de regarder autour de lui. À la maison, l'atmosphère est devenue lourde. Il parlait moins. Il se surveillait davantage. Les certitudes d'hier avaient laissé place à une inquiétude nouvelle. Il n'avait plus de levier. Plus d'arguments. Ce qu'ils pensaient contrôler leur échappait entièrement. Je ne ressentais ni vengeance, ni satisfaction excessive. Seulement, une forme de justesse. Je n'avais rien arraché. Je n'avais fait que reprendre ce qui m'appartenait, au moment exact où leur confiance les rendait incapables de l'anticiper. Ce soir-là, je me suis retirée tôt dans ma chambre. J'ai fermé la porte. J'ai posé mon carnet sur la table de nuit, sans l'ouvrir. Il n'y avait plus rien à noter. Tout était désormais visible. Le pouvoir les avait rendus aveugles. Ils découvraient, trop tard, que cette cécité était la seule chose qu'ils n'avaient jamais prévue. L'éclatement ne s'est pas produit dans un fracas immédiat. Il s'est installé comme une fissure qui s'élargit, jour après jour, sous le poids des vérités révélées. Rien n'a explosé d'un coup. Tout s'est disloqué lentement, avec cette lenteur particulière des structures qui semblaient solides parce qu'elles n'avaient jamais été questionnées. Après la réception du courrier, plus rien n'a été tout à fait pareil. Les conversations se faisaient à voix basse. Les portes se refermaient plus souvent. Je sentais que quelque chose circulait entre eux, un mélange de colère contenue et de peur mal assumée. Ils ne savaient plus sur quel terrain se placer. Leur certitude avait disparu, et avec elle, la tranquillité qui accompagne ceux qui se croient dans leurs droits. Ma fille m'évitait. Quand elle me parlait, c'était par phrases courtes, prudentes, comme si chaque mot pouvait déclencher une nouvelle révélation. Elle ne me regardait plus de la même manière. Il n'y avait plus cette assurance tranquille, presque condescendante, qui l'avait habitée auparavant. À sa place, je voyais une confusion profonde, mêlée à une déception qu'elle n'arrivait pas à formuler. Mon gendre, lui, oscillait entre irritation et stratégie. Il cherchait à comprendre comment j'avais pu agir sans qu'il ne le voie venir. Il posait des questions détournées, appelait des connaissances, tentait de recomposer le fil des événements. Il découvrait ce que j'avais compris bien avant lui. On ne contrôle jamais vraiment ce que l'on cesse de regarder. Les premiers reproches ont émergé, indirectement. Pas adressés à moi, mais entre eux. Tu aurais dû vérifier. Tu étais sûr qu'elle ne ferait rien. Je les entendais parfois depuis l'étage. Ces phrases n'étaient pas destinées à mes oreilles, mais elles arrivaient quand même. Le pouvoir qu'ils partageaient commençait à se retourner contre eux, non pas sous forme de sanctions extérieures, mais de méfiance mutuelle. Ils cherchaient un responsable. Et, pour la première fois, ce responsable n'était pas moi. La famille, telle qu'ils l'avaient organisée,
se fragmentait sous l'effet de ce déplacement inattendu. Les décisions prises ensemble devenaient soudain suspectes, les projets fragiles, les alliances réversibles. Ils se rendaient compte que leur unité reposait moins sur une vision commune que sur l'art. Certitude que j'étais hors jeu. Ce qui les déstabilisait le plus, je le voyais bien, ce n'était pas la vente elle-même. C'était le fait que je n'ai rien dit, que j'ai agi sans colère, sans confrontation, sans scène. Ils avaient construit leur autorité sur l'idée que toute opposition serait visible, bruyante, donc gérable. Ils n'avaient pas envisagé une résistance silencieuse, structurée, légale. Les proches ont commencé à poser des questions. Pourquoi la maison est-elle en vente? Comment cela a-t-il été décidé? Pourquoi si vite? Les réponses variaient selon les interlocuteurs. Parfois évasives, parfois défensives. Chaque version racontée ajoutait une couche de tension. Les certitudes se fissuraient davantage. Je me tenais à distance de tout cela. Je n'intervenais pas, je n'expliquais rien. J'avais appris que toute parole serait interprétée comme une tentative de justification, donc comme une faiblesse. Le silence, désormais, travaillait pour moi. Il laissait les incohérences apparaître sans que j'aie à les souligner. Un soir, ma fille est venue me parler. Elle s'est assise en face de moi, les mains jointes, le regard fatigué. Elle a dit qu'elle ne comprenait plus, qu'elle avait cru bien faire, qu'elle n'avait jamais imaginé que je prendrais des décisions aussi importantes sans les consulter. Cette phrase, encore une fois, contenait tout. Elle révélait l'angle mort. Décider sans eux lui semblait inconcevable. Décider à leur place, en revanche, avait été parfaitement acceptable. Je l'ai écoutée sans l'interrompre. Je n'ai pas cherché à la convaincre de quoi que ce soit. Je lui ai simplement dit que j'avais fait ce que je jugeais nécessaire pour me protéger. Que ce n'était pas une attaque. Que c'était une limite. Elle a hoché la tête, sans vraiment répondre. Je savais que cette compréhension, si elle venait un jour, prendrait du temps. Dans les jours qui ont suivi, la tension est montée d'un cran. Des disputes plus ouvertes. Des reproches formulés sans détour. Le couple qu'ils formaient semblait vaciller sous le poids de cette révélation qu'ils n'avaient pas prévue. Chacun reprochait à l'autre de ne pas avoir anticipé, de ne pas avoir écouté certains signaux. Le pouvoir qu'ils partageaient n'était plus un ciment. Il devenait un point de fracture. Je me sentais presque étrangère à ce chaos. Non par indifférence, mais parce que j'avais déjà franchi une étape intérieure. Je n'étais plus au centre de leurs décisions, mais j'avais cessé d'en être la cible. Cette position nouvelle, en retrait, me donnait une clarté que je n'avais jamais eue auparavant. Je voyais désormais la famille telle qu'elle était devenue, sans filtre, sans nostalgie excessive. Une structure fragile, construite sur des hiérarchies implicites, des silences mal interprétés, des pouvoirs jamais questionnés, et je comprenais que ce que je vivais n'était pas seulement une affaire personnelle, c'était le révélateur d'un déséquilibre plus ancien. Le soir, dans ma chambre, je respirais plus librement. Je n'avais rien gagné d'autre que ce qui m'avait toujours appartenu, le droit de choisir. Et ce simple droit, réaffirmé sans bruit, avait suffi à faire trembler un édifice que je croyais immuable. Ils pensaient que tout s'effondrait à cause de moi. Ils ne voyaient pas encore que ce qui s'effondrait, c'était l'illusion sur laquelle leur pouvoir avait été construit. Le départ s'est fait sans annonce solennelle. Ouah, il n'y a pas eu de scène, ni de valise posée au milieu du salon. J'ai quitté la maison comme on ferme un chapitre déjà terminé. Les clés ont été rendues au notaire le matin même. Je suis montée dans un train en milieu de journée, avec un sac léger et une fatigue étrange, celle qui suit les longues tensions, enfin, relâchées. Je ne suis pas allée loin. J'avais choisi un endroit simple, presque anonyme, où personne ne connaissait mon histoire. Un appartement modeste, lumineux, avec une fenêtre donnant sur des arbres. Rien de spectaculaire. Juste assez d'espace pour respirer sans être observé. Ce lieu n'attendait rien de moi. Il ne projetait aucune image. Et cette neutralité m'a immédiatement soulagée. Les premiers jours, je me suis autorisée à ne rien faire. Pas par lassitude, mais par nécessité. J'avais passé des mois à anticiper, à structurer, à contenir. Il fallait maintenant laisser retomber. Je me levais tard, je préparais du café, je regardais la lumière avancer sur les murs.
Ces gestes simples avaient quelque chose de réparateur. Personne ne me demandait ce que je comptais faire ensuite. Je marchais beaucoup, dans les rues calmes, le long d'un parc, parfois jusqu'à me fatiguer volontairement. Marcher me permettait de sentir mon corps à nouveau présent, non tendu, non vigilant. J'observais les gens sans me sentir concerné par leur trajectoire. Cette absence d'enjeu était nouvelle. Elle me rendait légère. Peu à peu, une routine douce s'est installée. Le même boulanger, le même banc au soleil, des livres empruntés à la bibliothèque du quartier. Je lisais lentement, sans objectif, sans chercher à retenir. Lire redevenait un plaisir, pas un refuge. Les phrases entraient sans urgence. Elles s'installaient, puis s'effaçaient naturellement. Je recevais parfois des messages, des tentatives de reprise de contact, prudentes, hésitantes. Je répondais brièvement. Je disais que j'allais bien. Cette phrase, autrefois suivie d'explications, suffisait désormais. Je ne cherchais plus à rassurer. Je ne cherchais plus à réparer ce qui ne dépendait pas de moi. Je pensais souvent à ce qui avait été perdu, non pas avec regret, mais avec lucidité. Certaines relations se construisent sur une asymétrie invisible. Tant que l'une se tait, l'autre croit que tout va bien. Quand le silence change de sens, l'équilibre se brise. Ce n'était pas une trahison. C'était une révélation tardive. Un matin, en rangeant quelques affaires, je suis tombée sur mon carnet. Je l'ai ouvert sans crainte. Les pages racontaient un chemin précis, sans embellissement. Je n'ai rien corrigé. Je n'ai rien ajouté. J'ai refermé le carnet avec gratitude. Il m'avait servi quand il le fallait. Je n'en avais plus besoin comme preuve. Ce qui avait été compris l'était définitivement. Je me suis surprise à sourire plus souvent. Pas de ce sourire social qui rassure les autres, mais d'un sourire intérieur, discret. Celui qui accompagne la cohérence retrouvée. Je n'étais plus dans la justification. Et de non, je n'étais plus dans l'attente. J'étais présente à ce que je faisais, à ce que je choisissais. Un jour, j'ai rencontré une voisine. Nous avons parlé longuement, sans entrer dans les détails. Elle m'a raconté sa vie, je lui ai raconté la mienne, par fragments choisis. Il n'y avait pas de curiosité intrusive, pas de jugement, juste une écoute, tranquille. J'ai réalisé alors combien il est rare de parler sans être ramené à un rôle. Cette nouvelle vie n'était pas une récompense. Elle n'effaçait pas tout. Certaines nuits, des souvenirs revenaient, des phrases mal comprises, des regards évités. Mais ces souvenirs n'avaient plus de prise. Ils passaient comme passent les nuages, sans m'obliger à agir. Je réfléchissais parfois à la notion de pardon. Non comme une injonction morale, mais comme un mouvement intérieur possible. Pardonner ne signifiait pas oublier, ni revenir en arrière. Cela signifiait cesser d'attendre une réparation extérieure. Je n'étais pas encore certaine d'y être, mais je savais que la rancune active ne ferait que me ramener là où je ne voulais plus être. Ce que j'avais gagné n'était pas spectaculaire. Ce n'était pas une victoire visible. C'était une stabilité nouvelle. Une paix sans témoin. La capacité de décider sans avoir à me taire pour être accepté, ni à parler pour être entendu. Chaque soir, je fermais les volets avec une sensation d'achèvement tranquille. Je n'avais rien à prouver. Rien à défendre. J'étais enfin sortie du champ de leur pouvoir. Et dans cet espace libéré, je redécouvrais ce qui avait toujours été là, mais que le bruit avait longtemps masqué. La simplicité d'être en accord avec soi, à même. Je n'ai pas cherché à revenir sur ce qui avait été fait. La tentation existe parfois, quand le calme s'installe, de rouvrir les dossiers, de réévaluer, de se demander si l'on aurait pu agir autrement. Mais je savais que ce questionnement-là n'apporterait rien de plus. Il appartient à une autre version de moi, celle qui doutait encore de sa légitimité. Le temps, désormais, ne m'était plus hostile. Il ne pressait rien. Il accompagnait. Je le laissais passer sans tenter de le remplir à tout prix. Les jours avaient retrouvé une texture simple. Je me levais, sans appréhension. Je décidais sans me justifier. Cette normalité nouvelle avait quelque chose de profondément réparateur. Je pensais parfois à eux, non pour raviver la colère, mais pour mesurer la distance parcourue. Je comprenais mieux comment le pouvoir avait pu les rendre aveugles. Ce n'était pas seulement une question d'autorité ou d'argent. C'était une habitude de décider sans écouter, renforcée par l'absence de résistance visible. Le pouvoir se nourrit du silence,
mais ils le confondent trop souvent avec l'accord. Je n'allais pas chercher à leur donner une leçon. Je n'avais pas voulu les humilier à mon tour. J'avais simplement retiré ce qui leur permettait d'agir à ma place. Cette différence était essentielle. Elle séparait la revanche de la justice. Je n'avais pas voulu gagner contre eux. J'avais voulu me retrouver. Ah, il y avait, dans cette fin d'histoire, une forme de sobriété que je n'aurais pas comprise autrefois. Pas de triomphe. Pas de réparation spectaculaire. Juste un alignement. Ce que je faisais, ce que je pensais, ce que je ressentais, tout allait désormais dans le même sens. Cette cohérence valait plus que n'importe quelle reconnaissance extérieure. Je repensais à toutes ces femmes que j'allais croiser, qui s'épuisaient à expliquer, à convaincre, à prouver qu'elles étaient encore capables, à celles qui parlaient trop fort parce qu'on ne les écoutait plus, et à celles qui se taisaient par peur de perdre ce qui restait. J'avais été l'une d'elles. Longtemps. Je savais à quel point cette frontière est mince. Si j'avais un message à leur transmettre, ce ne serait pas une consigne, ni un conseil rigide. Ce serait une invitation à observer. Observer ce qui se passe quand on cesse d'argumenter. Quand on retire l'énergie que les autres utilisent pour avancer sans nous, le silence n'est pas une fuite quand il est choisi. Il devient un espace où la vérité se révèle. Je n'ai pas tout pardonné. Pas encore. Et peut-être que je ne le ferai jamais complètement. Mais j'avais cessé d'attendre. Cet attentat-là est souvent la dernière chaîne. On croit espérer une réparation, alors qu'on retarde simplement sa propre libération. Aujourd'hui, je vis avec une attention nouvelle. Je choisis mes mots. Je choisis mes absences. Je ne confonds plus la gentillesse avec l'effacement, ni l'amour avec la concession permanente. Je sais désormais que me taire peut être un acte fort, à condition que ce silence ne me nie pas. Je regarde mon passé sans l'idéaliser. Il contient des erreurs, des renoncements, des aveuglements aussi. Mais il contient surtout une capacité intacte à comprendre, à ajuster, à décider. Cette capacité n'a jamais disparu. Elle avait seulement été mise de côté par d'autres, au nom de ce qu'ils croyaient être le bon ordre des choses. Le pouvoir les avait rendus aveugles. Moi, il m'avait rendu lucide. Et dans cette lucidité retrouvée, je n'avais plus besoin de parler pour exister, ni de me battre pour être respectée. J'avais appris, lentement, parfois douloureusement, que la dignité ne se réclame pas, elle se reprend. Je referme cette histoire sans amertume, mais avec une certitude profonde. Celle qui s'impose quand on a cessé de protester, quand on a cessé de supplier, quand on a cessé d'expliquer. Le silence peut aussi être une forme de justice.